Monsieur, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. L'Assemblée nationale a décidé de sa création à la suite de très nombreuses révélations publiques de sportives et sportifs et de diverses affaires judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Nos travaux portent sur 3 axes: les violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales et les problématiques liées à la gouvernance financière des organismes de gouvernance du monde sportif. Footballeur professionnel de 1991 à 2008, vous avez évolué au poste de défenseur à Monaco, puis en Italie, à Parme et à la Juventus de Turin, avant d'achever votre carrière au FC Barcelone en Espagne. Vous avez été sélectionné 142 fois en équipe de France masculine, champion du monde en 1998 et d'Europe en 2000. Vous avez remporté plusieurs titres nationaux ainsi que la Coupe de l'UEFA en 1999. En 2008, vous avez créé la Fondation Lilian Thuram Éducation contre le racisme, ce qui témoigne de votre engagement contre le racisme et les discriminations, sujet sur lequel nous avons également plusieurs essais. Vous avez également été membre du Haut Conseil à l'intégration. Il nous a semblé important de recueillir votre témoignage, en particulier sur la question du racisme dans le sport et le football, sujet sur lequel vous vous êtes exprimé récemment dans un entretien au journal Le Monde. 2 questions pour entamer notre échange. Quelle appréciation portez-vous sur l'ampleur du phénomène raciste dans le sport et son évolution depuis le début de votre carrière? Deuxième, le cadre existant pour prévenir, détecter et sanctionner les actes de racisme dans le sport vous paraît-il adapté? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro. Toute la vérité, je le jure. Très bien, je vous remercie. Vous avez la parole. Quand vous avez terminé vos propos, vous fermez votre micro. Ok. Très bien, merci à vous. Ben écoutez, merci de m'avoir invité. Alors, lorsqu'on parle du racisme dans le football, ce qui est intéressant, c'est pas quand je jouais moi en tant que professionnel ou en tant que jeune au centre de formation. Je dirais que la première fois que j'ai subi le racisme en tant qu'enfant qui regardait un match de foot, ça remonte à loin en fait. C'est-à-dire que c'était des insultes envers Joseph-Antoine Bell, un gardien qui a joué à Bordeaux, à Marseille. Je me souviens quand j'étais enfant. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes en 2023. En fait, ça existe encore. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, encore aujourd'hui, qui se font insulter par des supporters dans des stades de foot. Moi-même, quand j'étais en Italie, ça s'est passé. J'ai subi des épisodes aussi, une fois lorsque je jouais à Parme contre l'Atlético de Madrid. En fait, bon, vous savez, ouais, si on veut analyser l'évolution, on voit que ça n'a pas beaucoup évolué. Mais en même temps, c'est à l'image du racisme qu'il y a dans la société. Très souvent, lorsqu'il y a un problème de racisme, dans les stades notamment, c'est très amusant parce que les présidents, les dirigeants, ils disent « ouais, non, mais c'est pas des vrais supporters ». Ou même les journalistes, souvent, ils disent « ouais, non, mais c'est pas des vrais supporters ». C'est-à-dire que tout d'un coup, ils ont des comportements racistes et ça devient pas des supporters. En fait, on ne sait pas qui ils sont. Et je pense qu'il y a une certaine hypocrisie à ne pas vouloir voir la réalité du problème. Et moi, personnellement, je prends ça comme un mépris très profond. Un mépris très profond parce que comment vous pouvez avoir dans vos équipes de jeunes, dans vos équipes professionnelles, des joueurs noirs
et de ne pas être sensibilisé à ce sujet en disant que c'est pas bien grave, en fait. Mais je pense que c'est, encore une fois, c'est lié à la société dans laquelle nous vivons. Nous sommes dans un pays aussi où ça reste tabou de parler de ces sujets-là. Et moi, je pense qu'au contraire, il faudrait en parler, discuter, sensibiliser les gens pour qu'ils puissent comprendre que chacun de nous, nous faisons partie du problème et de la solution. Voilà. Pour la deuxième question, c'était... La deuxième question, c'était le cadre existant pour prévenir, détecter et sanctionner. Est-ce que ça vous paraît suffisant? Il faut croire que non, vu que ça perdure dans le temps. Et moi, je reste persuadé que, en fait, il faut sensibiliser les gens. Il faut éduquer les gens à comprendre qu'effectivement, il y a des choses à faire et que la neutralité dans la dénonciation du racisme n'existe pas. Et moi, je pense que, par exemple, que ce soit les éducateurs, les entraîneurs, les dirigeants, devraient être formés à comprendre cela. Par exemple, en fait, il faut analyser, regardez ce qui se passe dans l'article dans Le Monde, j'essaie d'expliquer. Regardez ce qui se passe quand il y a un problème de racisme sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a des supporters, il y a l'arbitre, il y a les deux équipes. Tout le monde voit ce qui se passe. Et souvent, en fait, le joueur qui subit le racisme, effectivement, est déstabilisé, parce que c'est une violence, le racisme. Et donc, vous demandez de l'aide. Vous allez voir l'arbitre en lui disant « Attendez, mais vous ne voyez pas ce qui se passe ». Et l'arbitre, il vous demande de vous calmer. « Calmez-vous, monsieur, calmez-vous ». Donc, effectivement, lorsque vous subissez une violence, en fait, c'est très difficile d'être calme. Et donc, il recommence un peu à demander à l'arbitre qu'est-ce qu'on fait. L'arbitre, souvent, lui donne un carton jaune. C'est ça, il lui donne un carton jaune, c'est-à-dire reste calme. Bien évidemment, pris dans les émotions, il continue, et souvent, ça finit par un carton rouge. Et on lui demande de sortir du terrain. Il sort du terrain, le match continue. En fait, lorsqu'on analyse ce qui se passe sur le terrain, c'est ce qui se passe dans la société en règle générale. C'est-à-dire que la société ne veut pas être confrontée à la réalité du racisme. Et donc, il faut éliminer celui qui subit le racisme et on peut continuer. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, au sein des clubs, au sein des fédérations, il y a un vrai travail à faire de sensibilisation. Mais quand je parle de sensibilisation, il faut que ce soit obligatoire. Hein. Ce n'est pas des réunions où si vous avez le temps, vous y passez. Non, c'est-à-dire que dans la remise des diplômes, il faudrait qu'il y ait un module obligatoire pour aborder ces sujets, que ce soit le racisme, le sexisme, l'homophobie, pour que tout le monde soit sensibilisé. Sachant qu'en plus, le foot, c'est le sport numéro 1 quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plus de 2 millions de licenciés. Donc ça veut dire 2 millions de licenciés, les frères et sœurs, le papa, la maman, ça fait beaucoup de monde quand même. Et donc, je pense que ce serait extraordinaire si le monde du foot pouvait prendre conscience qu'on pouvait changer les choses dans la bonne direction. Et justement, pouvez-vous nous présenter la fondation que vous avez créée, donc Fondation Lilian Thuram, l'éducation contre le racisme? Pouvez-vous nous en présenter les objectifs de cette fondation, les actions qu'elle conduit? Est-elle soutenue par les pouvoirs publics et déploie-t-elle justement des actions particulières dans le domaine du sport? Alors, c'est une fondation qui a été créée lorsque j'étais joueur de foot à Barcelone. Très rapidement, le club de Barcelone m'a aidé, a compris un petit peu la démarche. Les joueurs de Barcelone aussi ont prêté leur image tout au début pour rendre publique cette fondation. Mais l'idée est très simple, hein. C'est-à-dire que, en fait, dire aux gens, vous savez, nous sommes le fruit d'une histoire. Chacun de nous, nous sommes conditionnés dans un sens. Le racisme lié à la couleur de la peau est lié à une histoire de la hiérarchisation des personnes selon leur couleur de peau. Le sexisme est lié à une histoire, la hiérarchie entre les hommes et les femmes. L'homophobie aussi est liée à une histoire, et notamment liée à l'histoire du conditionnement religieux. En fait, de parler des choses tranquillement.
C'est-à-dire que si nous voulons parler du racisme lié à la couleur de la peau et comprendre pourquoi effectivement la grande majorité des joueurs qui se font insulter dans les stades, ce sont les joueurs noirs, c'est pas anodin, c'est lié à une histoire. Et si vous voulez comprendre pourquoi tout le stade, en grande majorité, accepte cela, pourquoi la société accepte cela, parce qu'en fait c'est culturel de mépriser les noirs. Et si vous voulez savoir pourquoi c'est culturel de mépriser les noirs, il faut connaître le code noir. Il faut connaître le code de l'indigénat. Il faut savoir qu'en France, pendant plus de 250 ans, il y a eu des lois racistes. En fait, la Fondation s'est emmenée de la connaissance pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que la grande majorité des gens, lorsqu'ils parlent du racisme, c'est extrêmement superficiel. Ils sont persuadés que ce sont des individus. Après, pourquoi ça perdure dans le temps ? Parce que, effectivement, moi je suis un homme, si le sexisme perdure dans le temps, ben, les hommes, ils ont une responsabilité. Mais pourquoi ils vont faire en sorte que les choses ne changent pas? Parce qu'ils sont gagnants dans ce système-là. Et le racisme, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si les personnes noires sont stigmatisées et violentées dans un stade, et que la grande majorité des personnes qui regardent blanches, en fait, se sentent déconnectées, ça veut dire que peut-être que nous sommes encore dans ces catégories liées à la couleur de la peau. Et pourquoi nous sommes dans ces catégories? Parce qu'encore une fois, il y a une histoire. Il y a une histoire qui dit qu'il y aurait une catégorie dominante. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut questionner ces catégories. Et en règle générale, on ne questionne pas ces catégories. Et donc l'idée de la Fondation, c'est vraiment essayer d'emmener des informations pour qu'on puisse réfléchir plus intelligemment, et surtout qu'on puisse prendre conscience que chacun de nous, nous avons des préjugés. Chacun de nous, nous portons en nous des préjugés, et qui fait que parfois, on fait comme si on ne savait pas. Parce qu'encore une fois, je pense que tout le monde sait ce qui se passe. C'est-à-dire que, comme dans le sexisme, que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes, nous savons ce qui se passe. Et en fait, la Fondation, c'est vraiment pour dire, voilà, écoutez, grandissons ensemble, arrêtons de se mentir. Arrêtons de se mentir. Et donc, effectivement, je fais des choses dans les écoles, dans les universités, un peu partout dans le monde. Très rarement dans le monde sportif, parce qu'en fait, j'interviens lorsqu'on me demande de venir. Je veux dire, c'est pas moi qui... Je me réveille pas un matin en disant, tiens, je vais intervenir là. En fait, non, il y a des gens... par exemple, je vais très très souvent en Suède, parce qu'il y a une université qui pense que ce travail-là est intéressant. Les livres sont traduits aussi en suédois. En fait, je me déplace où on me demande. Par exemple, lundi, je vais partir une semaine en Albanie, mais parce qu'on m'a invité en Albanie. Et quand vous dites très peu souvent dans le sport, c'est parce que vous n'êtes pas sollicité dans le sport? Notamment, je pense au sport français. Oui, complètement, je ne suis pas sollicité, en fait. C'est-à-dire que si on me demande de venir, ce sera avec grand plaisir. Mais encore une fois, c'est peut-être pas une priorité de lutter contre le racisme, de dénoncer le racisme, d'être éduqué pour faire avancer les choses. Juste avant de laisser la parole à Mme la rapporteure, je voulais revenir aussi sur un sujet que vous avez abordé là très rapidement. Vous avez eu donc une brillante carrière de football international pendant près de 2 décennies. Quels sont les faits que vous avez eus donc à votre connaissance dans le champ de la commission d'enquête, à savoir les violences notamment, donc tout type de violences, les VSS en particulier, mais tout type de violence. Vous avez parlé aussi de l'homophobie rapidement tout à l'heure. Le racisme, on en parle. Mais à votre connaissance, avez-vous été à des moments confrontés à ces violences? En fait, très souvent, lorsque on parle de l'homophobie, en fait, il y a les violences des mots. Mais la grande majorité des gens n'ont pas conscience de cela. Moi, lorsque j'étais plus jeune, dans les vestiaires, l'entraîneur, à la mi-temps du match, si on ne jouait pas bien, ben, il tenait des propos homophobes. Mais si on lui disait c'est homophobe, lui, il dirait non. Parce qu'en fait, il y a une question d'habitude. Vous n'avez pas joué comme des tapettes, mais qu'est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que c'est tellement ancré. D'ailleurs, moi, quand j'étais jeune joueur, les supporters, pendant très longtemps, lorsque le gardien dégageait, tenaient des propos homophobes, qui ne tiennent plus aujourd'hui, parce qu'ils ont été éduqués, sensibilisés.
Et je reste persuadé que, encore une fois, hein, que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de la violence des propos, parce que c'est une question d'habitude. Et pour eux, en fait, on a toujours dit comme ça, on a toujours fait comme ça. Et c'est pour cela que je parle d'éducation. Mais oui, bien sûr qu'il y a eu des propos homophobes, comme sexistes, mais encore une fois, le foot est à l'image de la société. Le foot n'est qu'à l'image de la société. Et donc, effectivement, si vous êtes attentif, c'est-à-dire parce qu'il faut être attentif, mais très souvent, il y a des propos racistes, sexistes, homophobes. Merci beaucoup. Moi, en fait, on rejoint on rejoint ce que vous avez dit, c'est-à-dire que nous, on a plutôt le sentiment que même si tout le monde parle d'ateliers, d'informations, de dispositifs sur la question du racisme, de l'homophobie ou des VSS, on a plutôt le sentiment que sur la question, en tout cas, des faits racistes ou même homophobes, on n'a pas tellement évolué. Je pense qu'on reviendra après sur le match OM-OL qui s'est déroulé il y a quelques jours de cela. Et donc, justement, on avait un président de la fédération, je vais parler de M. Noël Le Graët, qui déclarait dans la presse « Quand un black marque un but, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport et dans le football en particulier n'existe pas ou peu. » Déjà, qu'est-ce que vous ont inspiré ces propos? Et puis, peut-être aussi, est-ce que vous pensez pas que si, déjà, à la tête d'une fédération telle que la FFF, on peut tenir ce genre de propos, comment est-ce qu'on peut avancer sur la question du racisme quand déjà on nie même son existence? Écoutez, c'est une évidence. Si tout en haut de l'échelle, le président qui doit mettre en place des choses pour lutter contre le racisme, lui-même nie le racisme, c'est très compliqué. Et c'est surtout que moi, quand j'entends ces choses-là, pour moi, c'est du mépris, en fait. Mais vraiment, c'est du mépris. C'est-à-dire que vous êtes en train de nier ce que vivent certaines personnes. Et lorsqu'on parle du président de la Fédération française, c'est encore une fois des millions de personnes qui sont touchées, qui sont niées, qui sont violentées, parce que c'est une violence d'entendre quelqu'un dire qu'il n'y a pas de racisme. Mais que ce soit le président de la Fédération, le président de la République ou n'importe qui. En fait, c'est nier ce que vous êtes en train de vivre. Ça veut dire que, quelque part, les personnes qui dénoncent le racisme, ce sont des menteurs. Mais là encore, ça revient à une culture. C'est-à-dire qu'en règle générale, les personnes qui dénoncent le racisme finissent par être vues comme des menteurs. Et d'ailleurs, moi-même, par exemple, j'ai été éduqué à travers l'idée que si tu subis le racisme, c'est pas grave, tu dis rien et tu avances. Mais tu dis rien, tu avances, pourquoi? Parce que historiquement, les parents, ils savent très bien que ça va se retourner contre vous. D'ailleurs, moi-même, au début, quand j'ai commencé à parler de la problématique du racisme, en fait, il y avait des gens qui me disaient « Ouais, mais ça va, tu exagères. » Ben non, j'exagère pas. Regardez ce qui s'est passé dernièrement avec Bernard Casoni. Donc, il y a eu des joueurs qui ont dit, voilà, qui tenaient des propos racistes. Mais lui, il a porté plainte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des menteurs, les personnes qui disent qu'il a tenu des propos racistes. En fait, et c'est pour cela que c'est extrêmement dangereux de nier le racisme. Et venant de la Fédération française de foot, c'est juste surréaliste. C'est-à-dire que la première fois qu'il y a eu un joueur noir en France, ça ne date pas de 2 jours, hein. D'accord, je crois que c'est les années 30. Donc ça veut dire comment vous pouvez nier le racisme. C'est-à-dire que lorsque vous voyez la composition de l'équipe de France, comment vous pouvez mépriser ces gens-là? En fait, c'est ça que... Parce que pour moi, c'est à quel point, dans notre société, on peut mépriser les personnes noires. Comment? Et pour moi, c'est ça, c'est dire « Oh, mais il n'y a pas de racisme. » Ben si, il y a du racisme dans le foot, mais encore une fois, pourquoi il y a du racisme dans le foot? Parce que dans la société, il y a du racisme.
Le problème, ce n'est pas le foot, c'est la société. Et la première des choses, si on veut avancer, c'est reconnaître qu'il y a du racisme. Et le fait de reconnaître qu'il y a du racisme, c'est simplement dire aussi aux personnes qui subissent le racisme, en fait, nous sommes conscients de ce que vous vivez. Et vous avez le droit de dénoncer le racisme. Et ça, c'est très important, parce qu'encore une fois, les personnes qui souffrent, c'est une violence. Et donc, il faut aussi leur dire, vous avez le droit de dénoncer le racisme. Vous avez le droit de vouloir plus de justice. Et nous, nous allons vous accompagner. Parce que nous aussi, nous pensons que la justice est quelque chose de primordial dans le football et dans la société. J'essaie d'être calme. Ne vous inquiétez pas, on a des auditions passionnées parfois ici, donc souvent d'ailleurs plus de notre côté que du côté des personnes auditionnées. Ça nous change un peu. On a été beaucoup aussi évoqué donc, les sanctions au moment où il y a des propos racistes qui sont tenus dans le cadre du stade, mais aussi des propos homophobes dans certains cas. Moi, j'ai des exemples en tête, et d'ailleurs, j'en avais cité un, monsieur Didier Deschamps, qui a été auditionné également sur des jets de bananes, sur voilà. Et alors, j'aurais deux questions. La première, c'est, moi, j'étais très étonnée, mais peut-être vous pourrez m'en dire un peu plus, que monsieur Deschamps nous dise que quasiment, il n'avait jamais été témoin d'actes racistes, ou en tout cas dans le milieu du foot. Qu'il n'avait pas été témoin de ces phénomènes-là, alors que moi, j'ai juste tapé sur Google une fois et en fait, j'ai un match qui est sorti où il était présent et il y avait eu justement ces fameux jets de bananes. Et la deuxième chose, c'est qu'on a reçu aussi également ici l'association des supporters qui sont totalement opposés à l'idée de l'arrêt des matchs, parce qu'ils considèrent que c'est une punition collective, qu'il faut travailler autrement. Moi, j'aimerais avoir votre avis justement là-dessus sur quelles sanctions, en fait, quelles sanctions finalement, au moment où il y a des propos racistes qui sont tenus ou homophobes, d'autant plus que l'une des difficultés qui a été évoquée aussi dans le cadre de cette commission, mais on le comprend un peu aussi dans vos propos, c'est le fait que les victimes qui subissent cette violence, vous l'avez dit à plusieurs reprises, finalement, elles peuvent être sanctionnées, vous l'avez dit, mais elles sont souvent livrées à elles-mêmes, en fait, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'accompagnement, ne serait-ce que pour porter plainte vis-à-vis de ce qu'elles subissent. Et qu'en fait, de ce point de vue-là, ça s'est beaucoup revenu aussi, le non-accompagnement finalement des victimes dans le mouvement sportif. Donc voilà, nous, on réfléchit aussi à comment avancer sur ces questions-là et on aimerait vous entendre là-dessus. Alors, pour moi, c'est très important l'éducation. Pourquoi ? L'éducation vous permet de comprendre ce qui se passe. Parce qu'en règle générale, lorsque vous ne subissez pas cette violence, vous pouvez ne pas vous en souvenir et ne pas voir cette violence. Je dirais que lorsque vous êtes un homme, vous pouvez ne pas prendre conscience que vous ne vivez pas l'espace public comme les femmes vivent l'espace public. C'est une éducation, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que quelqu'un puisse vous éduquer à voir ce que vous ne voyez pas. Mais le racisme, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, je suis un homme noir. J'ai 51 ans. Donc ça veut dire que j'ai vécu certaines choses qui m'ont aussi traumatisé. C'est-à-dire que lorsque vous avez 9 ans, que vous arrivez dans la région parisienne et que vous insulte de sale noir, ben vous commencez à vous poser des questions en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais si vous n'avez jamais été confronté à ça, peut-être que si quelqu'un vous le raconte, sur le coup, vous allez l'entendre, mais vous allez oublier. Par exemple, quand je vous dis que moi, je me souviens de Joseph-Antoine Bell, mais pourquoi je m'en souviens ? Parce que, quelque part, Joseph-Antoine Bell, c'est moi. Mais peut-être pour un enfant blanc, Joseph-Antoine Bell, c'est pas lui. Et c'est comme quand on vous dit tu as déjà subi le racisme dans le foot ? Lorsqu'on pose la question à une personne, on s'attend que cette personne parle d'elle-même. Mais à chaque fois qu'il y a un problème de racisme dans le foot, en fait, je suis touché en tant que personne noire. Donc c'est pour cela qu'en fait, il y a parfois une certaine incompréhension. Et c'est pour ça que moi, ça ne me surprend pas que certaines personnes oublient.
Parce qu'effectivement, ils ne sont pas éduqués à avoir la gravité de la situation. Je vous raconte, lorsque j'étais joueur, très souvent à la fin du match, on reste à l'entraînement, on s'étire. Et il y avait toujours un coéquipier qui me disait « Tutu, tu sais quoi? Avec tes qualités physiques et mon intelligence, je serais trop fort. » Ok, mais tout le monde n'est pas en capacité de comprendre ce qui se joue là. D'accord? Et moi, dans ma tête, je me disais, putain, mais... Ok, mais je ne relève pas. D'accord? Parce que de nature, je ne relève pas tout le temps pour laisser la parole libre et pour analyser les choses. En fait, quand je dis que le racisme, c'est quelque chose de vraiment culturel, et où est-ce qu'il y a aussi un problème? C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un, tiens, ses propos sont racistes, alors là, c'est la panique totale. Ouais, comment tu peux dire ça? Je ne suis pas raciste. On ne lui a pas dit qu'il était raciste. On lui a dit que les propos qu'il a tenus étaient racistes. Et donc, après, on ne discute plus. Si vous relevez trop souvent, vous finissez par être le problème. Ouais, mais attendez, vous parlez, mais c'est vous les racistes. Et donc, en fait, si vous voulez, pour moi, c'est vraiment, ouais, discuter de ces sujets. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que les personnes qui subissent le racisme qui devraient être violentées par ça. Au contraire, vous devrez être la première personne à accompagner celui qui subit. Mais là aussi, pour accompagner, il faut comprendre la violence. Par exemple, à la Fondation, très souvent, nous sommes invités par des institutions. Et une fois, j'avais été invité, il y avait des scénettes. D'accord? Ils faisaient des scénettes toute la journée. Et moi, je devais regarder et faire une analyse à la fin de la journée. Ce qui était très intéressant dans toutes les scénettes, lorsqu'il y avait un problème de racisme, en fait, qu'est-ce qui se passait? Les gens, ils allaient vers celui qui avait des propos racistes en disant ah non, mais ça, tu peux pas dire, c'est pas grave, c'est pas possible, tu peux plus dire ça. Franchement, arrête, parce que c'est pas normal de faire subir ça. Et je leur disais, mais vous avez vu, toute la journée, personne n'a été voir les victimes pour dire j'ai vu ce qui se passait et c'est pas normal ce qui se passe. Eh bien, je serai avec toi. On va aller voir les supérieurs pour dire que l'attitude qu'il a eue n'est pas bonne. Personne n'allait aller voir les victimes. Et c'est ce qui se passe au foot. Mais aller voir les victimes, c'est être confronté au racisme. C'est ça le problème. Aller voir les victimes, de toute façon, ça marche avec toutes les victimes. Hein. En règle générale, aller voir les victimes, discuter avec les victimes, dire « je suis de ton côté », c'est aussi dire que, en fait, c'est vrai, il y a du racisme. Et donc, les gens préfèrent faire, comme ce que je vous ai dit sur le terrain avec l'arbitre, éliminer le problème. Et on continue. Et c'est ça qu'il faut changer. Et pour changer, il faut discuter, il faut débattre, il faut éduquer les gens. Il faut que les gens puissent comprendre qu'effectivement, ils ont un mauvais comportement face au racisme. Il faut qu'ils comprennent qu'effectivement, c'est tout à fait légitime que les personnes qui subissent des violences puissent dénoncer ces violences. Et lorsque vous êtes éduqué depuis enfant à subir des propos racistes, des comportements racistes, vous finissez par savoir qu'en fait, il ne faut rien dire. Ça va se retourner contre vous. C'est pour ça que la grande majorité des joueurs ne disent rien. Faites bien, analysez bien, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui potentiellement pourraient subir le racisme. Donc potentiellement, on pourrait avoir beaucoup de joueurs qui parlent de ces sujets. Très peu parlent. Parce qu'en fait, ils savent que de toute façon, ça peut se retourner contre eux. Et la réalité, c'est que très souvent, ça se retourne contre eux. Et moi, je pense que les fédérations, les clubs devraient dire aux joueurs « nous sommes de votre côté ». Et s'il y a un problème, vous devez absolument le dire. Hier, j'avais une réunion avec des jeunes professeurs dans l'éducation nationale et je leur disais, c'est très important que dans la classe, s'il y a un problème, que les enfants sachent que le prof, la prof sera là et sera de bonne écoute. Si vous savez qu'effectivement on va vous écouter, vous allez venir parler.
Mais si vous avez un doute, vous n'allez pas venir. Et au foot, je pense que dans les clubs, encore une fois, dans les fédérations, dans le monde professionnel, amateur, il faudrait simplement dire aux gens, voilà, nous sommes là, vous avez l'obligation de dénoncer les actes de racisme. Et donc, si vous donnez l'autorisation, les matchs vont s'arrêter. Les matchs vont s'arrêter. Mais qui veut vraiment que les matchs s'arrêtent? Parce que le foot, c'est un business, hein, attention. Hein. Ça veut dire que qui veut vraiment que les matchs s'arrêtent? Et si les matchs s'arrêtent et les joueurs noirs décident d'arrêter, ça finit par que c'est eux les problèmes. Comme je vous ai dit, le carton rouge, c'est en fait, ça nous intéresse pas vraiment en fait. Toi, tu sors, parce qu'en fait, effectivement, on t'insulte. Bon, on va faire sans toi, le match va continuer. Parce que c'est ça la réalité, mais de la société avec le racisme. Et c'est pour cela que je dis, attention, si on veut comprendre cela, il faut juste questionner notre culture. Et il y a une profondeur historique, effectivement, qui dit, toi, on peut faire sans toi. Tu as de la chance d'être où tu es. Donc écoute, commence pas à créer de problème. D'ailleurs, ce qu'on dit aux joueurs en règle générale, bah attendez, ça va, ils sont bien payés. Hein. Puis c'est pas bien grave. Hein. Ça va, c'est juste pour déstabiliser. C'est pas vraiment du racisme. Et donc les supporters qui veulent pas que le match s'arrête, combien de supporters, d'accord, dans les personnes que vous avez reçues là, ont déjà subi le racisme, que leurs parents aient subi du racisme, que potentiellement leurs enfants vont subir le racisme. Parce que c'est ça la question. Et peut-être qu'en fait, la vraie question, c'est que peut-être lorsque vous êtes une personne blanche, en fait, qu'on arrête le match ou pas, c'est pas bien grave. Mais moi, je reste persuadé que si vous êtes à la télévision et que vous êtes une famille de personnes noires et que le match s'arrête, vous êtes soulagé. Vous vous dites enfin, le match s'arrête. Parce qu'en fait, tout est une question de point de vue. Où vous vous placez. Et moi, avec la Fondation, je me dis que peut-être qu'on peut se placer en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'on peut effectivement être conscient de la violence et de se dire que c'est pas juste qu'il y ait cette violence. C'est pas juste que certaines personnes soient violentées dans la société. C'est pas juste. Et donc, il faut se poser la question, pourquoi la grande majorité des gens, en fait, ça ne les intéresse pas et ils ne le perçoivent pas. Moi, je me dis qu'ils ne le perçoivent pas. Donc, voilà pourquoi il faut les éduquer. Voilà. Juste pour revenir sur l'histoire, les propos du vestiaire, Monsieur Marc Savourel, le réalisateur du film documentaire « Je ne suis pas un singe, le racisme dans le football », a estimé que les entraîneurs et les dirigeants de football noir ne représentaient que 5% des effectifs, alors qu'ils composeraient 50% des effectifs de joueurs. Au vu de votre carrière dans le monde du foot, pouvez-vous nous faire part de vos commentaires sur cette estimation ? Pour autant, j'ai regardé le reportage, donc je sais. Vous paraît-elle juste, s'explique-t-elle par la persistance des préjugés racistes qui voudraient que les joueurs noirs soient athlétiques et puissants et les joueurs blancs intelligents, pour reprendre les mots de M. Savourel? C'est vrai qu'effectivement, il faut toujours essayer de comprendre le pourquoi des choses. Si jamais on vous dit que pour vous, c'est plus compliqué, même si vous travaillez, vous n'allez pas réussir. En fait, la grande majorité des gens vont se décourager et ne vont pas y aller, ce qui est normal. Si on vous dit que vous pouvez réussir, que vous avez toutes vos chances, ben vous allez y aller. Mais la société envoie, je veux dire, c'est d'ordre de l'inconscient, hein, envoie des images, des préjugés qui fait que parfois, les joueurs noirs ne vont pas passer le cap d'aller vers le fait de passer les diplômes. Parce que de toute façon, il se dit, en fait, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs, donc en fait, s'il n'y en a pas beaucoup, peut-être que je vais aller autre part. Et ça, c'est un tort. C'est pour ça que je dis aussi qu'il faut éduquer, que ce soit les personnes qui subissent le racisme, que ce soit les personnes qui ne subissent pas le racisme, pour changer la façon de voir les choses. Parce que tout est une question, souvent,
de penser. Et hier aussi, pareil, j'en parlais avec les professeurs. En fait, il y a des messages qui sont envoyés aux personnes noires comme s'ils n'étaient pas capables d'aller vers des travaux où on a besoin de l'intellect. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous envoient des messages, que ce soit à l'école, dans l'orientation parfois. Parfois, ça peut être même au sein de votre propre famille. C'est pour cela que je dis qu'il faut discuter de ces sujets. Parce que c'est une histoire, c'est culturel. Et donc, c'est tout à fait compréhensible qu'effectivement, qu'il y ait moins d'entraîneurs. Parce que je pense que déjà, il y a pas beaucoup d'entraîneurs noirs qui vont aussi aller vers les études pour devenir entraîneur. Mais ce qui est aussi intéressant dans l'analyse, c'est-à-dire si on peut analyser, je ne dis pas que c'est du racisme, hein, je dis qu'il faut analyser les choses. En règle générale, vous allez voir que pour comprendre le sexisme, en fait, il faut analyser, vous prenez un échantillon, vous regardez tout en bas et vous regardez tout en haut. Plus vous allez aller dans des postes de responsabilité, plus il y aura des hommes. C'est comme ça. Ça veut dire que dans les sociétés. Mais par contre, vous allez descendre l'échelle, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Mais le racisme lié à la couleur de la peau, c'est exactement la même chose. Si vous allez regarder dans la région parisienne les entraîneurs qui entraînent les enfants à bas niveau, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de joueurs noirs et il y aura beaucoup d'entraîneurs noirs et des entraîneurs dits maghrébins. Plus vous allez monter, moins il y en aura. Ok, c'est une analyse, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que c'est basé sur le racisme. En fait, c'est une analyse et il faut juste essayer de comprendre les choses. Parce que parfois aussi, lorsque vous dénoncez le racisme dans la société, que vous essayez de l'expliquer, on va toujours essayer de transformer vos propos pour dire que vous voyez tout à travers le fait qu'il y ait du racisme. Moi, ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que le racisme est culturel et que nous reproduisons des schémas et qu'il faut prendre conscience de ces schémas-là. Voilà. Parce que quand le joueur en question il me dit « avec ton physique et mon intelligence », tout est dit. Hein. Et beaucoup de personnes le pensent encore. Je vais vous donner une anecdote qui concerne ma propre famille. Moi, depuis que j'ai mes enfants, je parle tranquillement, sereinement du racisme et j'essaie de les vacciner pour que, en fait, lorsqu'ils sont confrontés au racisme, ça ne blesse pas la chose la plus importante, l'estime de soi, qu'ils ne finissent pas par croire certaines choses. Un jour, mon fils, Marcus, rentre de l'école et il me dit « Papa, j'ai un copain qui m'a dit que les mathématiques étaient plus dures pour moi. » Je dis « Ah bon ?» Je dis « Pourquoi ?»« Parce que je suis noir. » Je dis « Bon, ah bon, qu'est-ce que tu as fait ?»« J'ai rigolé. » Ok, mais lui, il a rigolé pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais déjà anticipé le problème en leur disant « Faites très attention, vous allez grandir, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont mettre en doute vos capacités, notamment intellectuelles, parce que vous êtes noir. Et vont survaloriser vos capacités athlétiques parce que vous êtes noir. Mais n'oubliez pas que c'est ces personnes-là qui ont un problème. » Donc, comme ils ont été éduqués par moi, donc en fait, quand ils entendent ces choses-là, ils peuvent les analyser, ils peuvent rigoler. Mais vous voyez bien que c'est quelque chose qui circule dans l'espace public, cette idée-là. Mais encore une fois, c'est le fruit de l'histoire. Et donc, il faut analyser l'histoire, expliquer les choses, pour que les gens puissent avoir un regard sur eux-mêmes, pour ne pas reproduire ces schémas. Voilà. Une question de notre collègue Stéphane Buchou. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Thuram, Stéphane Buchou, député de Vendée et vice-président de la Commission. À vous écouter, on entend que le racisme, le problème du racisme, c'est culturel. Dit autrement, enfin moi je le dis autrement, c'est un mal très profond qu'il est complexe d'éradiquer. J'emploie souvent ce terme-là. Moi, je partage tout ce que vous avez dit sur l'éducation, l'échange, la discussion,
avec les uns et avec les autres. Je pense malheureusement que ce n'est pas suffisant. Et moi, je crois beaucoup à une forme de choc. Et je reviens, j'en ai déjà parlé ce matin, à une audition que nous avons eue hier après-midi sur le sujet de l'homophobie avec une association qui s'appelle, je ne sais plus, Rouge Direct. Voilà. Et de l'implication des joueurs professionnels, médiatiques, et donc de leur capacité à s'engager contre le racisme et de s'engager de manière forte. Et j'en reviens à l'arrêt des matchs. Pour ne citer qu'un exemple, et c'est celui qui a été cité hier, et c'était une sorte de cri du cœur de la part des membres de l'association qui était de dire, mais si un Kylian Mbappé, lorsqu'il est sur le terrain et qu'il entend des chants homophobes, disait « moi j'arrête de jouer dans ces conditions ». Nous on pense que la cause, évidemment, elle serait différente et elle avancerait. Et moi c'est ça que j'ai envie c'est là-dessus que j'ai envie de vous entendre, même si vous en avez un peu parlé, mais de vous entendre peut-être plus concrètement. Vous avez une longue carrière et une brillante carrière de footballeur. Vos 2 fils sont en train de marcher sur vos pas. Il y avait du racisme avant Lilian Thuram. Il y a du racisme après Lilian Thuram, avec Marcus, avec Kefren et tous les autres. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Est-ce que vous nous avez dit tout à l'heure, vous les aviez éduqués pour qu'ils en rigolent ? Pardon, je n'ai pas de leçon d'éducation à vous donner, ce n'est pas du tout mon propos, mais est-ce que c'est ça la solution ? Ou est-ce qu'à un moment donné, tous ces joueurs-là, qui sont adulés, entendant ces chants, qu'ils soient homophobes, racistes, dans les stades, ne peuvent pas dire stop ? Est-ce que, vous disiez tout à l'heure, moi je suis un fan de football, le football c'est du business, ouais c'est du business, mais est-ce qu'à un moment donné, l'engagement, il n'est pas aussi, l'exemplarité, elle n'est pas aussi de dire stop maintenant ? Alors, tout d'abord, si une personne noire arrive à rigoler en face de propos racistes, en n'ayant pas de doute que c'est celui qui tient les propos racistes qui a un problème, c'est là vous avez tout gagné. Croyez-moi. Parce qu'en règle générale, lorsque vous êtes enfant, qu'on vous insulte, vous finissez par croire que vous avez un problème. Et si vous finissez par croire que vous avez un problème, vous allez grandir différemment. Donc voilà pourquoi aussi il faut éduquer les personnes qui subissent le racisme. Et encore une fois, c'est tout type de victime. Hein. À partir du moment où vous avez la conscience que celui qui vous agresse a un problème, je pense que c'est fondamental pour bien grandir. Après, ce qui est très intéressant, moi j'ai été joueur de foot, d'accord ? Moi j'essaie de dire aux joueurs qu'il faut s'éduquer, à comprendre les choses, ce qui se passe, à parler, à dire les choses. Mais je trouve d'une grande hypocrisie quand même, si je peux me permettre, de penser qu'en fait, que c'est les joueurs qui ont la solution. C'est-à-dire que c'est trop facile d'aller dire que, en fait, cette société-là qui produit de l'homophobie, qui accepte l'homophobie, et en fait, de dire aux joueurs que c'est vous qui avez les clés. C'est-à-dire que ceux avant qui ont les clés, c'est peut-être les présidents de club, c'est peut-être la télévision, d'accord, qui finance le foot. Ça veut dire qu'avant d'arriver aux joueurs de foot, il y a des acteurs beaucoup plus importants. C'est-à-dire que peut-être qu'avant que les joueurs, il y a peut-être l'arbitre, parce que c'est lui le chef sur le terrain. Et donc peut-être qu'il faut insister en disant aux arbitres, mais pourquoi vous laissez le match continuer ? Pourquoi ? Mais peut-être qu'en fait, encore une fois, comme j'ai été joueur de foot, peut-être que inconsciemment, je me dis que, ok, moi je veux bien participer à changer les mentalités, mais ne me faites pas croire qu'en fait, que c'est de ma faute si ça continue.
Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis le premier, encore une fois, depuis que je suis joueur de foot. À un moment donné, je disais même, en Italie souvent, je disais, mais attendez, mais je ne comprends pas, pourquoi les joueurs blancs ne s'arrêtent pas? Pourquoi on demande toujours aux joueurs noirs, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'en fait, à un moment donné, c'était, Monsieur Thuram, il faut continuer à jouer, il faut vous arrêter, qu'est-ce qu'il faut faire? Et moi, je leur disais, mais attendez, excusez-moi, en fait, vous pensez que c'est moi qui va résoudre le problème? Mais la grande majorité des joueurs blancs, mais c'est à eux qu'il faut aller demander pourquoi ils ne disent rien, pourquoi ils continuent à jouer. Vous voyez ce que je veux dire? J'essayais d'inverser le truc pour qu'à un moment donné, que la responsabilité du changement, vous ne fassiez ne pas croire que en fait, bah, c'est moi qui trouve la solution. Non, c'est pas moi qui va trouver la solution. Et les joueurs de foot, bah, c'est pareil. Bien sûr qu'il faut les éduquer, mais il faut commencer à aller voir les présidents de club et leur dire « mais comment se fait-il » Il faut aller voir la fédération, il faut voir les arbitres, parce que très souvent, quand il se passe un problème de racisme, on pose des questions aux arbitres, aux dirigeants, ils n'ont jamais entendu. Ils n'entendent pas. Et donc, eux n'entendent pas. Les joueurs de foot qui sont dans une concentration totale et qui courent, eux devraient entendre. Et c'est eux qui devraient faire quelque chose. Et donc, c'est pour ça que, encore une fois, je dis qu'il faut éduquer les joueurs à analyser les choses, à intervenir, mais par contre, leur mettre la responsabilité en faisant croire qu'ils ont le pouvoir de arrêter le match, je pense qu'il y a d'autres acteurs avant qu'on doit aussi leur demander pourquoi vous n'intervenez pas, pourquoi vous ne faites pas les choses. Peut-être que je n'ai pas bien compris votre analyse. Je pense que vous l'avez très bien compris, Et non, c'est intéressant, c'est très intéressant ce que vous dites. Moi, j'entends, j'entends en tous les cas l'aspect multi-outils, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne va pas cibler que les joueurs. Alors, c'était pas le sens de mon intervention. Évidemment qu'il y a d'autres acteurs. Vous les avez, oui, mais vous les avez cités, les arbitres, les présidents de clubs, etc., etc. Mais vos propos, votre témoignage, il est aussi l'illustration, et n'y voyez aucun reproche dans mes propos, mais il est aussi l'illustration de ce qu'on a beaucoup entendu et qu'on continue en fait à entendre lors de ces auditions. C'est-à-dire que l'objet de cette commission d'enquête, c'est l'après. Aujourd'hui, on a énormément de témoignages contre sur ce qui a pu se passer en termes de VSS, homophobie, racisme, etc., etc. Et c'est comment est-ce qu'on fait mieux, comment est-ce qu'on parvient collectivement à ce que ces situations soient éliminées. Et en fait, très souvent, on nous renvoie un peu sur ce que vous dites, c'est-à-dire que il faut aller voir d'autres acteurs parce que nous, on ne veut pas être les victimes. Non, mais et juste, en tous les cas, moi, j'entends ça. J'entends ça. Je pense qu'il y a aussi un aspect générationnel. On l'a vu aussi dans la gouvernance des fédérations où il n'y a pas cette sensibilité. Et je pense que ça aussi, c'est à l'origine de pas mal de problèmes. En revanche, en tous les cas, moi, ce qui a été dit hier après-midi m'a marqué parce que je pense néanmoins que les joueurs de football en particulier, parce que c'est le football et parce que voilà, c'est le sport numéro 1, ont effectivement une responsabilité. Il ne s'agit pas de tout leur faire porter sur leurs épaules, mais je pense que oui, si à un moment donné, parce que trop c'est trop, ils s'arrêtaient,
J'entends que c'est une très très lourde responsabilité avec tous les enjeux médiatiques, financiers, etc. J'ai parfaitement conscience de tout ça. Mais c'est pour ça que je parle de choc. Et je crois que si on veut vraiment que ça avance, en parallèle de l'éducation et de tout ce que vous avez dit et que je rejoins à 200%, pour moi, c'est un élément extrêmement important en termes d'image et en termes de responsabilité. Alors, encore une fois, je vous Juste, dis... je vous interromps, je me permets. Madame la rapporteure veut compléter la question. Juste peut-être, voilà, avant qu'on vous laisse la parole, moi, ce que je veux vous dire, en fait, et ce qu'on veut partager avec vous, c'est que depuis le début de cette commission d'enquête, que ce soit sur les agressions sexuelles, les faits de racisme, d'homophobie, y compris d'ailleurs parfois de gouvernance financière et de ce qui se passe dans ce mouvement sportif, d'abord, régulièrement, quand on a interrogé des personnes, on nous a dit « c'est pas moi, c'est l'autre ». Ça, c'est systématique. On a eu le cas, d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, où on avait reçu M. Borghini, on a reçu Mme Ardouin, on a reçu Noël Le Graët, on a reçu M. Lapère, et en fait, personne n'est responsable. Voilà. Sur les 4 personnes qui étaient là, pourtant, ils ont tous des responsabilités à des niveaux très différents, et on se rend compte que tout le monde se renvoie la balle en se disant « c'est pas moi, on a confié cette responsabilité à quelqu'un, c'est cette personne-là qui devait s'en occuper ». Donc ça, c'est le premier élément, ce qui fait que nous, on essaye d'identifier là où il y a des dysfonctionnements, justement pour y apporter des réponses très précises. La deuxième chose, c'est que moi, je trouve intéressant, y compris dans ce que disait mon collègue, c'est que, en fait, nous, ce qu'on essaye de dire, et j'espère ne pas traduire ta pensée, c'est qu'il y a une responsabilité, bien sûr, des arbitres et des responsables de ligue et des responsables de fédérations et de clubs, y compris, d'ailleurs, il y a une responsabilité de l'État, parce qu'on n'a pas évoqué le ministère de tutelle ici, mais il y a une responsabilité de l'État. Et quand on voit ce qui s'est passé dans le match OM-OL, entendre le ministre de l'Intérieur dire qu'il n'est pas responsable de la sécurisation des choses, je ne sais plus exactement quelle expression il a tenue, c'est un problème aussi. En fait, on ne peut pas tous collectivement se défausser et se dire « ce n'est pas nous ». Et peut-être la petite subtilité, c'est que je pense que les joueurs de foot, particulièrement parce que c'est celui qui est le plus... il y a 2 millions de licenciés, c'est le rêve de plein d'enfants, en réalité, de devenir un jour sportif de haut niveau. Ces joueurs de foot-là représentent pour toute une partie de la jeunesse un modèle. Et en fait, le fait que, par exemple, un joueur de foot qui décide... Parce qu'hier, c'est l'exemple qui a été cité. Si demain, Kylian Mbappé, c'est l'association Rouge Direct qui l'a cité en disant « j'arrête parce qu'il y a des propos homophobes dans le stade », pour nous, ce n'est pas la question de faire peser la responsabilité de l'arrêt du match, même si je comprends votre position, mais c'est de dire à un moment, Mbappé, c'est le modèle de millions de jeunes. Est-ce que le fait que lui dise, mais en fait, l'homophobie, ça suffit, ça ne peut plus durer sur un stade, eh bien, ça aussi, ça peut être un choc pour toute une génération qui peut comprendre et qui peut entendre que, bah oui, en fait, les propos homophobes ne sont pas acceptables. Mais pour arriver à ça, d'accord ? Il faudrait que les joueurs soient conscients que, en fait, tout le monde est d'accord avec ça. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le joueur qui se plaint, d'accord, le joueur noir qui dit « oh, il y a un problème », d'accord, il y a un problème, ça veut dire qu'en fait, il faut arrêter, il y a un problème. Il prend carton rouge. Mais ce n'est pas 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Hein. Allez analyser quand il y a un problème, vous allez voir qu'il sort du terrain en règle générale. Ou même, parfois, il veut arrêter de jouer. Ses coéquipiers vont le chercher. Les adversaires vont le chercher pour que le match continue. Parce que c'est ça la réalité de comment nous sommes éduqués. C'est en fait d'accepter les choses. Donc c'est pour cela que je comprends ce que vous dites. Moi, je suis le premier à dire aux joueurs qu'il faut éduquer, qu'il faut dire les choses. D'accord ? Dire les choses. Ne pas accepter les choses. Mais la réalité, c'est qu'en fait, vous pensez que les joueurs, en fait, sont dans une éducation et qui ne savent pas ce qui va se passer à ce moment-là. Déjà, premièrement, s'il n'y a que Kylian Mbappé, ça ne va pas marcher. D'accord ? Ça veut dire qu'on va l'appeler en disant « non, mais vas-y, non, mais attends, on va aller dans le... T'inquiète pas, on va arranger ça. » Parce que c'est comme ça que ça... C'est toujours comme ça, quand vous êtes sur le terrain. Parce qu'il faut être sur le terrain, c'est-à-dire qu'au départ, vous êtes là. C'est ça qui m'interpelle. C'est-à-dire que vous êtes sur le terrain.
vous êtes concentré. En règle générale, vous n'entendez pas vraiment ce qui se passe dans le stade parce qu'il y a une concentration totale. Et donc, c'est le joueur qui devrait entendre, alors que lui, il est concentré totalement, alors que tout autour du terrain, il y a des personnes qui pourraient totalement intervenir et légitimement intervenir, qui sont garants du spectacle. Je comprends ce que vous dites, attention, hein, je comprends totalement ce que je vous dis. Je dis simplement qu'effectivement, peut-être que le fait de dire tout simplement Kylian Mbappé, en fait, c'est, comment je pourrais dire ça, c'est juste pour vous dire qu'en fait, ça ne va pas se passer. C'est juste pour vous dire ça, en fait. Ça ne va pas se passer. Ça veut dire qu'il faut éduquer les joueurs. Et pour éduquer les joueurs, d'accord, il faut que les joueurs aient conscience qu'en fait, ils participent tout un mouvement. Parce que le joueur, il peut vous dire pourquoi, en fait, moi, tout le monde entend là, les présidents, tout le monde, et vous me dites à moi d'arrêter le match. Oui, mais il faut que quelqu'un accepte. C'est pour ça que je parle d'éducation. Moi, je suis persuadé que si, dès les centres de formation, d'accord, on éduque les jeunes en leur disant, voilà, quand vous jouez, il y a des choses inacceptables, vous avez le droit de faire en sorte d'arrêter. Et donc, vous allez avoir toute une génération de joueurs éduqués dans un sens, mais là, ils ne sont pas éduqués dans ce sens-là. Hein. Les joueurs, aujourd'hui, ne sont pas éduqués dans ce sens-là. D'ailleurs, comme tout le monde, c'est-à-dire tout le monde est éduqué dans un sens, il faut que les choses continuent. Parce que c'est le plus important. La meilleure façon de lutter contre ces gens-là, parfois, on vous dit, c'est de les ignorer. Moi, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas les ignorer. Mais moi, je vous dis qu'effectivement, bien évidemment, mais ne renvoyez pas la responsabilité. Non, mais oui, c'est de dire, voilà, il faut éduquer Kylian Mbappé à dénoncer l'homophobie, à participer à des choses comme les joueurs peuvent le faire. Mais la responsabilité de l'arrêt du match ne peut pas être la responsabilité d'un joueur. Peut-être juste pour vous préciser ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur pour qu'on soit tous au même niveau. Donc, par rapport au match OM-OL, il a dit « Hier, il y avait des motards, des policiers, des CRS qui encadraient des cars et qui encadraient des bus de joueurs de supporters. Ce n'est déjà pas très normal dans un monde classique. Des gens ont jeté des canettes de bière sur les vitres d'un bus. Est-ce que vous pensez que c'est la responsabilité des policiers? Non, c'est la responsabilité de celui qui jette la canette. » Ce sont les propos du ministre suite au match OM-OL. Je le précisais par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Et justement, peut-être pour revenir sur ce match en particulier, l'ancien président de l'OL a réclamé à la LFP des sanctions exemplaires, dont l'annulation définitive du match. Et on a beaucoup parlé voilà, de l'arrêt des matchs. Et je vous ai dit, les associations ici, en tout cas de supporters, nous ont dit que pour eux, c'était des sanctions collectives. Et normalement, il y a des graduations qui sont prévues dans les sanctions. Mais jusqu'à présent, je crois, mais peut-être que vous pourrez nous éclairer là-dessus, j'ai pas vu en tout cas d'affaires où des personnes ont été poursuivies et condamnées pour des propos qu'ils auraient tenus dans l'enceinte d'un stade de faits racistes ou homophobes. Et pareil, je vous pose la question parce qu'on a beaucoup parlé de l'Angleterre en termes d'exemple sur l'interdiction à vie des stades, par exemple, pour certains supporters. Dans ce match-là en particulier, les supporters de l'OL, qui étaient des ultras identifiés pour certains d'entre eux, avaient interdiction d'aller sur un stade à Lyon, mais pas d'interdiction sur Marseille. Voilà. Est-ce que, de ce point de vue-là, parce que c'était une interdiction de billetterie sur Lyon, et pas forcément partout sur le territoire. Donc voilà, est-ce que de ce point de vue-là, il y aurait des évolutions, par exemple, est-ce que vous seriez favorable à ce que des supporters qui sont reconnus, identifiés comme étant des personnes qui ont des propos racistes, homophobes au sein d'une enceinte sportive, parce que beaucoup ont dit d'ailleurs le sport n'est que le reflet de la société, de ce qui s'y passe, mais d'autres ici nous ont dit on a le sentiment que dans le sport, c'est plus permissif. Parce que finalement, des propos homophobes ou racistes à l'extérieur d'un stade seraient
plus facilement condamné ou condamnable que ce qui se passerait à l'intérieur d'un stade. Ça, par exemple, peut-être votre avis là-dessus. Et sur l'interdiction définitive, par exemple, des supporters qui posent problème, comme en Angleterre. Bah, écoutez, alors, il faut savoir déjà que en dehors du stade, lorsque vous subissez, par exemple, le racisme, il faut savoir que la grande majorité des gens ne vont pas porter plainte. Ah ben bien sûr, c'est un problème. Mais c'est un problème. Pourquoi les gens ne portent pas plainte? Parce que dans leur imaginaire, ben, ça va servir à rien. Ben, encore une fois, c'est l'histoire que je peux vous raconter. C'est-à-dire que vous dénoncez le racisme, on finit par vous dire que vous avez un problème et que ça ne s'est pas passé. Ça veut dire que vous mentez. Donc les gens n'y vont pas pour ça. Après, moi, bien évidemment que je suis assez d'accord que si il y a des personnes qui tiennent des propos et on sait qu'ils vont tenir des propos, ben, il faut les bannir du stade. Pour moi, c'est une évidence. D'ailleurs, je ne savais pas que vous pouviez être banni à Lyon, mais par contre, vous pouviez aller prendre des billets à Marseille. Ça me paraît bizarre. C'est l'explication qu'on nous a donnée. Ben ouais, moi, ça me paraît bizarre. Mais de toute façon, dans la société, lorsqu'il y a des personnes qui posent problème, ben en fait, il y a une justice qui essaie de faire en sorte de résoudre le problème. Et dans les stades, c'est encore plus facile d'ailleurs. Dans les stades, parce que quand même, il y a un nombre bien déterminé, on sait qui est qui. Et effectivement, je pense qu'à partir du moment où vous avez un mauvais comportement dans un stade, normalement, on pourrait vous interdire l'entrée des stades. Mais pas simplement un stade ou deux. C'est-à-dire que si vous avez un mauvais comportement, ben, vous ne pouvez pas jouer enfin, vous ne pouvez pas aller regarder les matchs, peu importe le stade où c'est. Enfin, ça me paraît... vous êtes sûr de ça? C'est vrai? Ah, excusez-moi. Nous, ce qu'on a compris, et d'ailleurs c'est l'explication qu'on nous a donnée, c'est qu'il y a des interdictions administratives et de billetterie donc, qui sont en lien avec la Ligue, et donc c'était le cas à Lyon, mais ce n'est pas quelque chose de juridique, en fait, enfin de judiciaire. Donc en fait, il n'y avait pas de décision ou de condamnation de ces supporters pour leur interdire l'accès à tous les stades. C'est l'explication qu'on nous a donnée. Nous aussi, on a posé la question, et on voudrait comprendre justement comment ça fonctionne, parce que l'intérêt, et c'est ce qu'on essaye de... ça fait partie des choses sur lesquelles on souhaite avancer, c'est de se dire qu'à un moment, si on a une interdiction sur un stade, pour des propos tels que ça a été le cas, parce que là, on a eu des saluts nazis, on a eu des personnes qui ont montré leur passeport à d'autres joueurs en disant bah, « nous, on est français, pas vous », etc. Ben, en fait, la logique voudrait qu'il n'ait pas accès à aucun stade, en fait, qu'il n'ait pas d'accès. Mais là, visiblement, c'était le cas. Qu'est-ce que je peux vous dire? Normalement, si on vous interdit de rentrer dans un stade, pour moi, c'est dans tous les stades. Surtout si on sait que vous avez des comportements... ben, franchement, c'est difficile à répondre là. Juste peut-être pour vous confirmer, parce qu'on est sur le code du sport. Donc, en fait, c'est possible. Donc, en fait, on peut vous interdire juste certains matchs. Juste, voilà, on n'est pas obligé de vous interdire l'accès à tous les stades et à tous les matchs. C'est tout à fait possible. Ça dépend de quoi? De la gravité de ce que vous avez pu faire. Ben, c'est ça, en fait. Ah, pour Lyon, c'était des ultras et des identifiés qui avaient une interdiction sur ça. Donc, en fait, voilà. Et ils avaient autorisation à Marseille. Non, mais de toute façon, je pense que les choses évoluent. Donc, ça veut dire qu'après ce qui s'est passé, ben, la loi va évoluer peut-être. C'est l'objectif de la commission, justement. C'est pour ça qu'on pointe aussi les dysfonctionnements, parce que je pense que là, ça en fait partie. On en discutait entre nous. Il y a eu les jets qui ont eu lieu à l'extérieur du stade, donc sur les bus, et qui ont blessé d'ailleurs gravement l'entraîneur de Lyon. Mais il y a eu aussi tout ce qui a été tenu à l'intérieur de l'enceinte du stade, dont les saluts nazis et les chants homophobes d'ailleurs des supporters marseillais, qui ont conduit à l'arrêt du match ce dimanche soir-là. Moi, je pense qu'effectivement, à partir du moment où il y a des gens qui rentrent dans un stade, s'il y a des personnes qui ne se comportent pas bien, effectivement, il faut leur interdire l'entrée des stades. Et s'ils ne se comportent pas bien
je sais pas moi, à Niort, ils peuvent pas aller à Guingamp. Voilà, ça me parle. Ouais, voilà. C'est peut-être pas le hasard. Il faut pas qu'il aille à Guingamp. Voilà. Donc en fait, oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça d'ailleurs. Une question de Madame Pascale Martin. Bonjour Monsieur Thuram, Pascal Martin, député de la Dordogne. Alors je ne suis pas du tout une spécialiste du monde du football, mais je suis plutôt, mais si je suis là aujourd'hui, c'est que je m'intéresse à ce qui se passe dans ce milieu et que j'ai autour de moi des gens qui s'y intéressent et qui m'éduquent justement. Et je vous écoute depuis tout à l'heure et moi je suis plutôt... disons que j'ai de bonnes connaissances autour des questions du sexisme et je vous écoute depuis tout à l'heure et d'ailleurs vous y avez fait référence. Il y a énormément de parallèles possibles entre le racisme, l'homophobie, le sexisme. Et tout à l'heure, vous nous avez dit il faut éduquer, bien sûr, il faut sensibiliser. Et il y a aussi la question de l'identification. Et voilà, je suis une femme, donc effectivement... je me suis intéressée depuis de longues années à ce que ça représentait, ces inégalités entre les femmes et les hommes. Vous êtes une personne de couleur noire et donc vous avez subi le racisme depuis que vous êtes enfant. Et les personnes que nous avons entendues hier, effectivement, de Rouge Direct, ou même Monsieur Oussem Belkacem, que nous avons reçu hier à l'Assemblée nationale, nous expliquaient aussi combien il peut être difficile de parler. Et c'est là où je veux en venir. Vous avez dit c'est parfois difficile et on renonce à porter plainte. Vous avez suivi sans doute, comme moi, en tant que citoyen, tout ce qui s'est passé autour de la libération de la parole pour les femmes. Et je pense que même si ça peut être difficile, je voulais avoir un échange avec vous à ce sujet, parce que c'est dans l'échange, vous l'avez dit, qu'on peut progresser ensemble. Je pense que cette libération de la parole, elle a aussi permis de commencer un peu, à mon goût, pas assez vite, mais tout comme sans doute sur les questions de racisme, elle a aussi permis de faire en sorte que la société se sente moins libre de tous ces propos et de tous ces agissements sexistes. Malgré tout, il en reste, il y a encore beaucoup de travail à faire, vous l'avez souligné, il y a toute une histoire aussi qui entoure ces questions-là. Et moi, je suis attachée au triptyque dont on parle quand on parle des questions d'agression sexuelle, c'est « je te crois, on va t'aider, la loi te protège ». Et je pense que quand on a aussi à subir le racisme, il faudrait qu'on puisse arriver à sensibiliser dans ce sens, c'est-à-dire à ce que chaque personne pense que réellement elle est crue quand elle parle, parce que c'est aussi ça le problème, c'est que des fois quand on parle on n'est pas cru, qu'en plus on n'a pas forcément le sentiment que la loi protège. La loi, elle est là pour les actes racistes tout comme pour les actes sexistes, mais malgré tout la justice ne suit pas forcément... et puis on n'a pas forcément le sentiment qu'on va être aidé aussi, puisqu'il n'y a pas forcément... les instances n'existent pas ou elles existent mal. Et il me semble, depuis que j'entends là les témoignages autour de la FFF, que, enfin, je sais pas, je suis très surprise. J'entends des gens qui nous disent, mais il y a des chartes, il y a des belles intentions. Enfin, je le transforme comme ça. Hein. Il y a des belles intentions. Encore ce matin, on nous dit, mais il y a tout ce qu'il faut pour que ça change, et ça ne change pas. Donc il y a bien un problème. Et peut-être que le problème, il est aussi autour de... Alors, l'éducation dès l'école, effectivement, en tant que parent, en tant que membre d'une famille. Hein, moi, je suis grand-mère, j'ai des petits-enfants qui jouent au foot. Je m'intéresse aussi à ce qui se passe dans leur petit club de foot en région. Voilà, ces instances-là qui existent, d'après les dirigeants de la FFF, elles existent, mais visiblement, elles n'arrivent pas à faire changer les choses. Donc, il y a bien un moment donné, il y a un endroit où ça grippe, quoi. Donc, est-ce que c'est juste une image de façade ? Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que vous nous dites aussi que vous intervenez plutôt à l'étranger, que ici, visiblement, le ministère des Sports ou les clubs de foot ne s'intéressent pas, malheureusement, je dirais, au travail de votre fondation. Donc, où est-ce que ça grippe? Pourquoi ça grippe? Alors, ma petite réponse à moi, c'est qu'il y a beaucoup trop d'argent
dans ce milieu et que peut-être c'est ça aussi qui grippe les choses. Mais voilà, votre avis là-dessus, pourquoi d'un côté on nous dit il y a tout ce qu'il faut pour prévenir l'homophobie, le racisme, le sexisme, et que la réalité c'est qu'il y a encore des gens, vous l'avez dit, qui ne parlent pas. Juste pour aller dans le sens de ma collègue, quand on a auditionné M. Le Gret, il nous a indiqué qu'il y avait eu 3 millions d'euros qui avaient été fléchés pour la lutte contre l'homophobie. Et de l'avis de toutes les assos, je crois qu'on a auditionné, ils ont dit que ça n'avait pas changé grand-chose. Donc, alors, il y a beaucoup d'argent. Visiblement, il y a des outils. Alors, on a compris qu'il n'y avait pas forcément de volonté jusqu'à présent d'avancer. Donc, où est le problème dans tout ça? Enfin, voilà. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est compliqué à répondre quand même. Bon, déjà si vous êtes président et vous donnez 3 millions et vous-même vous dites qu'il n'y a pas de racisme, déjà là, il y a une ambiguïté. Non, mais c'est vrai. Mais encore une fois, si on pense, et moi je le pense aussi sincèrement, que les joueurs de foot peuvent avoir un rôle clé, notamment les joueurs professionnels, puisqu'en fait, c'est eux qui sont suivis. Mais pour cela, il faut qu'ils comprennent, qu'ils soient éduqués. Moi, je prends mon exemple, c'est-à-dire que si je suis devant vous à parler de ces sujets, c'est que je me suis éduqué et j'ai fini par comprendre qu'effectivement, en étant joueur de foot, j'ai une parole qui va aller beaucoup plus loin. Ça veut dire que je veux me servir de ma notoriété pour pouvoir faire passer un message. Mais pour cela, il faut que les joueurs soient éduqués dans ce sens-là. Et donc, c'est pour cela que je dis que ce soit dans les clubs, dans les fédérations professionnelles, amateurs, il faut pouvoir sensibiliser très tôt les jeunes. Par exemple, on parle de l'homophobie. Qu'est-ce que les joueurs connaissent de l'homophobie? Parce que c'est ça aussi le problème. Qu'est-ce qu'ils connaissent du racisme, du sexisme? Ça veut dire qu'on va leur dire de participer à certaines choses, peut-être qu'ils vont y participer, mais en fait, qu'ils ne comprennent pas totalement le sujet. Et s'ils comprennent totalement le sujet, peut-être qu'il y aura 3, 4, 5, 6, parce que ça suffit, hein, il ne suffit pas de beaucoup. Hein. On n'a pas besoin de sensibiliser la grande majorité. Non, il suffit de sensibiliser et que quelques joueurs, en fait, le ressentent profondément. Profondément. Par exemple, il y a beaucoup de joueurs qui ne font pas le lien entre racisme lié à la couleur de la peau et homophobie ou sexisme. Parce que, en fait, ça n'a rien à voir pour eux. Alors que nous savons qu'effectivement, il y a des liens. Et donc, c'est très important qu'ils puissent comprendre cela. Et c'est pour cela que moi, je reste persuadé que la première des choses, c'est effectivement convaincre les joueurs, mais pour convaincre les joueurs, il faut convaincre la fédération de mettre en place certaines choses. En équipe de France, notamment, par exemple, l'équipe de France, on va prendre l'équipe de France A. Lorsque vous arrivez en équipe de France A, normalement, il aurait fallu que vous soyez éduqués déjà à travers les équipes de jeunes à prendre des positions contre les choses injustes. Mais il faut que la fédération puisse vous l'autoriser. Ça veut dire que si, dans toutes les équipes de jeunes, et tous les ans, il y a une sensibilisation autour des problématiques, ça veut dire qu'eux, ils vont grandir, et peut-être que quand ils vont arriver dans l'équipe A, en fait, ce sera naturel de dire certaines choses. Mais vous avez été accompagné par l'institution, en fait. Et encore une fois, j'ai été joueur de foot. Lorsque j'ai commencé à prendre position sur certaines choses, des dirigeants, des entraîneurs sont venus me voir pour me dire d'arrêter de parler de ça. Il faut que vous le sachiez que c'est OK, parce que tu représentes un club. Ça veut dire qu'il y a aussi, quand vous avez un maillot, vous n'êtes pas vous n'êtes pas seul en fait. Vous représentez un club. Donc ça veut dire ce que vous dites, en fait, potentiellement, le club peut être en désaccord. Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué qu'on le pense. Et donc, lorsque vous avez compris ce mécanisme, vous pouvez vous dire à votre club, écoutez, en fait, moi, je vais dire ce que j'ai envie de dire.
Mais pour dire ce que vous avez envie de dire, il faut aussi être un type de joueur, parce que tous les joueurs ne peuvent pas le faire. Quand vous êtes un grand joueur, considéré comme un grand joueur, vous pouvez le faire. Mais c'est une éducation qui vous emmène à lutter contre votre propre institution. Et c'est pour ça que je parle d'éducation. Et très souvent, on va demander des choses aux joueurs. On va dire non, mais il faut arrêter, il faut dire ça, il faut faire ça. Et bien, la plupart, en fait, ils ne font rien. Parce qu'ils ne veulent pas de problème. Parce qu'ils savent très bien que peut-être que le club ne va pas être d'accord. Sur ce même sujet, d'ailleurs, M. Noël Le Graët s'était prononcé contre le brassard de soutien, le port du brassard de soutien à la cause LGBT, craignant de faire passer les joueurs pour des donneurs de leçons. Étiez-vous personnellement favorable au port de ce brassard? En avez-vous discuté avec Noël Le Graët? Et avez-vous regretté que la FIFA décide finalement d'interdire le port d'un tel brassard au motif qu'il n'était pas fourni par elle? Alors, j'étais pas, je veux dire, j'ai pas discuté avec M. Le Graët de ces sujets. Pour moi, c'est toujours important de dénoncer les injustices. Donc, moi, je suis pour tout acte qui pourrait faire avancer les choses. Après, encore une fois, j'ai été joueur de foot. Je suis conscient qu'au fait, ce n'est pas que du foot, surtout lorsqu'on parle de Coupe du Monde. C'est des enjeux d'argent et politique. Donc, je suis conscient de cela. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, et d'ailleurs, à partir du moment où la fédération va interdire quelque chose, mais il n'y aura aucun joueur qui va le faire. Parce que là aussi, vous représentez un club, vous représentez un maillot, mais ça ne veut pas dire que les joueurs n'auraient pas voulu le faire. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous qui vous dit voilà notre positionnement, et à partir du moment où vous êtes dans un collectif, ben, vous acceptez même si vous ne partagez pas ces idées. C'est pour ça que je dis que beaucoup de choses doivent venir de la fédération. Et éduquer les joueurs à savoir que effectivement, parce que quand vous n'allez pas dans le sens de votre autorité, il y a des récupérations, il y a des... comment je pourrais dire ça? Il y a des conséquences. Nous sommes d'accord, chacun de nous, on le sait très bien. Donc ça veut dire qu'il faut éduquer les joueurs à savoir, en fait, est-ce qu'ils acceptent les conséquences? Et parfois, il y a des joueurs, des sportifs, historiquement, d'accord, historiquement, il y a eu des joueurs, ben, en fait, qui ont été contre l'institution. Ils ont payé le prix, et c'est pour ça que je dis qu'encore une fois, c'est très intéressant de connaître l'histoire même des luttes pour la justice à travers le sport. Par exemple, si vous connaissez l'histoire de Mohamed Ali, en fait, peut-être que vous allez raisonner différemment. Si vous connaissez l'histoire des athlètes américains lors des Jeux Olympiques de 1976, vous allez réagir différemment. C'est pour ça que je dis que c'est une question d'éducation. Être éduqué, souvent, ça vous met en mouvement. Vous n'êtes pas obligé de subir. Mais si vous avez des athlètes extrêmement éduqués sur tous ces sujets, ça met en danger. Attention, hein. Ben bien sûr, mais ça, c'est dans tous les domaines. Non, c'est passionnant. Hein. C'est vraiment. Mais alors, on va essayer d'aller un peu au fond des choses, parce que moi, j'entends là tout ce que vous dites, et je voudrais soulever quelques paradoxes, quelques petits paradoxes, parce que vous dites, vous venez de terminer en disant, en gros, il ne faut pas que les joueurs soient trop éduqués, parce que sinon, ça pose... Oui, mais le fait qu'il puisse l'être, et j'ai bien compris que vous plaidiez pour qu'il le soit, mais le fait qu'il puisse l'être pourrait effectivement ébranler un peu le système. C'est un constat, mais non, là où on peut avoir un désaccord, je pense, et au final c'est pas très grave, c'est que vous avez dit, bah oui, si on n'est pas en phase avec l'institution, il y a des conséquences.
c'est vrai dans le football, mais c'est vrai dans tous les secteurs, dans tous les domaines et dans tous les secteurs d'activité. Alors, moi, je suis un peu surpris de ça, parce que enfin, éducation, certes, mais on a l'impression, et on est ici, nous ne sommes ni naïfs ni dupes de ce que représente le football, mais le sentiment que cela donne, c'est que, justement, il pèse tellement, il est tellement important pour tout ce qu'on vient de se dire, que ce plafond de verre ne sera au final jamais brisé. Et c'est ça qui est un peu déstabilisant, parce que oui, moi je crois, et je le redis, je crois qu'il faut un choc. Et le choc, il ne peut, à mon sens, venir, pour que ce soit vraiment su de manière très large, je pense qu'il ne peut venir que de ceux qui ont le plus de notoriété et auprès de qui on se réfère le plus. Vous avez raison de dire qu'il y a plein d'autres acteurs, mais que ce soit les présidents de clubs, les arbitres, au final, d'un point de vue de la notoriété, qui les connaît? Peu de personnes, encore une fois, dans le microcosme du football et peut-être du sport de manière un peu plus large. Mais les noms dont on est en train de parler, quand en 1998, vous gagnez la Coupe du Monde, Lilian Thuram, il est évidemment mondialement connu. Zinedine Zidane, il est mondialement connu. Didier Deschamps, Laurent Blanc, enfin, Marcel Desailly, etc., etc. Donc évidemment que vous avez une responsabilité. Elle est très importante. Et c'est vrai que moi qui suis vraiment un fan de foot, ça m'interroge, ça m'a toujours interrogé. Et 25 ans après, j'ai l'impression, mais peut-être est-ce que je me trompe, qu'on n'a pas beaucoup avancé, parce que, à vous entendre, et je pense que ce que vous dites est évidemment la réalité, ce poids est toujours omniprésent, que les fédérations, que les clubs, au final, ne se sont pas réellement emparés du sujet, étouffent quelque peu les affaires. Vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, dans le parcours du futur international, si tant est d'ailleurs qu'il soit dans toutes les équipes de France de tous les niveaux, ce qui est loin d'être le cas de tous les joueurs, et vous le savez mieux que nous, le parcours se fait aussi au sein des centres de formation des clubs. Mais vous nous avez dit aussi tout à l'heure que vous, lors de vos passages dans différents clubs, on est venu vous dire, bah, écoute Lilian, là, tu te tais. C'est pas la politique du club, où on veut pas que le club soit éclaboussé. Donc, quand vous nous dites ça, moi je me dis, bah, donc c'est vrai au sein de la Fédé, au travers des 18, je crois que c'est 18 équipes nationales qu'on nous a citées tout à l'heure, et c'est vrai aussi au sein des clubs professionnels. Donc, on fait quoi? On fait comment? Tout d'abord, ce que vous racontez, ça peut être vrai dans votre cadre de travail. D'accord? C'est-à-dire que le football, encore une fois, ok, n'est pas hors société. Nous sommes d'accord. Donc ça veut dire ce qui se passe en dehors, c'est exactement la même chose avec le foot. C'est pour cela que je dis que je suis pour l'éducation des joueurs, pour qu'ils comprennent qu'effectivement, ils peuvent faire changer les choses. Où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on oublie de mettre la responsabilité sur ceux qui sont en charge de changer les choses. Si le racisme perdure, par exemple, dans nos sociétés, en fait, ce n'est pas lié aux individus. Hein. En fait, c'est lié au discours politique. Ça veut dire que ce sont les discours politiques qui légitiment des discours racistes dans notre société et que le racisme perdure. Ce sont les discours politiques qui légitiment aussi le sexisme. Dans certains... Ok. Donc, en fait, moi, je fais partie de ceux qui regardent tout en haut et qui questionnent tout en haut avant de questionner effectivement certains acteurs. Et c'est là qu'il y a peut-être un décalage. C'est-à-dire que j'essaye d'éduquer en disant chacun de nous, nous devons nous éduquer à prendre la parole, à dénoncer les choses, à comprendre, à se mettre en mouvement. Mais je n'oublie pas que ceux qui sont garants totalement du changement, c'est ceux qui sont au-dessus et qu'il faut les questionner. Ouais.
Juste 2 petits points de précision. Ceux qui sont tout en haut, vous avez raison. Mais dans ceux qui sont tout en haut, il y a aussi des joueurs de foot professionnels, en tous les cas pour certains, à minima les internationaux. C'est quand même, vous le savez mieux que nous, vous êtes adulés pour la plupart d'entre vous. Vous êtes suivis, vous avez. C'était pas votre cas à l'époque, mais aujourd'hui, les joueurs de foot ont des, si tant est que ce soit un critère, mais c'en est forcément un pour une certaine frange de la population, ont des milliers de followers sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et donc ça, c'est juste un élément d'analyse partagée ou pas, d'ailleurs. Donc oui, sur ce que vous avez dit sur le discours politique, mais d'abord aujourd'hui, tout est politique, donc bon. Moi, je crois beaucoup en l'exemplarité voilà, des uns et des autres. Ça, c'était le premier point que je voulais soulever. Et non, je revenais tout à l'heure sur... Je voulais revenir brièvement sur ce que vous nous avez dit sur l'éducation, quand vous dites encore faudrait-il que les joueurs sachent ce que c'est que le racisme, ce que c'est que le sexisme, l'homophobie, etc., etc. Là aussi, ça m'interroge un peu parce que je me dis, enfin, on est quand même dans un monde où on est tous informés, surinformés, désinformés d'ailleurs parfois. Vous croyez sincèrement, c'est une question, hein, vraiment, il n'y a pas d'arrière-pensée du tout. Pensez sincèrement qu'en 2023, quand on est international, par exemple, on ne sait pas ce que c'est que l'homophobie, le sexisme et le racisme. Si tant est qu'on en est déjà, si tant est que pour certains, ils n'en aient pas été victimes. Excusez-moi, je peux vous poser une question ? La France a eu des lois racistes pendant combien d'années ? Vous ne pouvez pas répondre à cette question. Ok. Non, mais c'est pour ça. Donc vous voyez bien que si je vous pose une question sur le racisme, par exemple, je demande, notre pays a eu des lois racistes pendant combien de temps ? Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas y répondre. En fait, c'est ça le racisme. C'est comprendre, c'est connaître en fait les mécanismes. Ce n'est pas simplement subir le racisme, hein, parce que vous pouvez subir le racisme et ne rien comprendre à l'histoire du racisme. Si vous voulez parler du racisme, il faut connaître le code noir, il faut connaître le code de l'indigénat. Il faut savoir qu'en fait, le monde moderne s'est construit sur ces hiérarchies selon la couleur de la peau, et qu'en fait, il y avait des lois. Si je vous parle de la police des Noirs en France, ben, peut-être que vous ne savez pas que ça existait. Et donc, c'est pour ça que je dis attention. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du sexisme, de l'homophobie, en fait, il y a des choses à savoir et à connaître. Il ne faut pas être dans une certaine superficialité. Et c'est pour cela que je dis qu'être éduqué à comprendre les mécanismes, en fait, c'est fondamental pour se mettre en mouvement, pour comprendre qu'effectivement, tout d'abord, tout changement advient grâce à une minorité de gens. Parce que très souvent, les joueurs vont se dire « nous ne sommes pas assez nombreux ». Ben déjà, ils ont tort, parce qu'en fait, ce n'est pas le nombre qui fait la différence. C'est une minorité qui fait changer les choses. Mais la plupart des gens ne connaissent pas l'histoire. Et donc, ils ne savent pas comment appréhender les choses. Donc, c'est pour cela que pour répondre à votre question, oui, en 2023, la grande majorité des gens ne connaissent pas l'histoire du racisme. Et donc, ne connaissent pas les stratégies de lutte pour avancer. Non, mais attendez. Oui, mais non, connaître le racisme. Je vous dis encore une fois, on peut faire les scénettes que je vous dis, et peut-être que vous ne voyez pas le racisme. Vous n'allez pas analyser ça à travers le racisme. Peut-être que vous n'allez pas voir que c'est un acte homophobe. Peut-être que vous n'allez pas voir que c'est un acte sexiste. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas éduqué à comprendre, en fait. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle de ces sujets-là, et quand je parle d'éducation, c'est aller analyser les choses avec sérieux et analyser la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui et tirer le fil pour comprendre que ça vient d'un passé. Par exemple, lorsqu'on parle de problèmes de racisme, vous savez, ce sont la construction de certaines catégories qui créent problème. D'accord ? Je vais vous poser une autre question. Vous êtes blanc ? Ok. Depuis quand vous êtes blanc ? 49 ans, vous êtes blanc. Vous êtes blanc comme ça ou pas ?
d'accord? En fait, ça porte en souris. Mais être blanc, c'est une construction, en fait, idéologique et politique. En fait, c'est ça qu'il faut analyser. Quand je parle de racisme, je parle de choses, c'est pas style, ouais, il s'est passé un... Non, non, non. En fait, connaître. Et la fondation, c'est ça, c'est connaître l'origine, en fait, notre façon de penser, de réfléchir, liée à des catégories. Et effectivement, quand vous commencez à déconstruire les catégories, et vous comprenez que c'est une construction, que le blanc, le noir n'existe pas, en fait, là, oui, vous pouvez vous mettre en mouvement. Et vous allez vous mettre en mouvement, je dirais, honnêtement. Si c'est pour dire non au racisme, non au sexisme, non à l'homophobie, ah ben c'est très bien, hein, il faut le faire. Mais ça ne va pas avancer rapidement. Hein. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait en fait. Et c'est pour ça que ça n'avance pas. Parce que c'est traité d'une façon extrêmement superficielle. Extrêmement superficielle. Et donc en fait, moi je pense que sincèrement, encore une fois, il y a beaucoup de personnes, et encore, moi je suis honnête, hein, je me dis que les gens, en fait, ont des attitudes, mais ils n'ont pas conscience de ça. Par exemple, quand M. Le Graët dit « ouais, il n'y a pas beaucoup de racisme, il y a très peu de racisme », je me dis qu'en fait, il est honnête dans sa démarche. D'accord, c'est-à-dire qu'il est honnête, mais il ne se rend pas compte de la gravité de ses propos, en fait. À quel point c'est super humiliant. Mais en même temps, il est président de la Fédération française de foot. Peut-être que lui, il veut sauvegarder l'image du foot. Parce que, en fait, il veut donner une bonne opinion du foot. Et c'est pour cela que moi, j'essaie toujours de me mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre ce que lui dit et pourquoi il le dit. Et donc, c'est pour cela que si on parle sérieusement de ces sujets, effectivement, il faut pouvoir en débattre à la fédération, avec les jeunes joueurs. Vous savez, vous pouvez être une personne noire et subir le racisme et ne rien comprendre au racisme. Je ne sais pas si on se comprend. Si, on se comprend. Enfin, en tous les cas, je comprends parfaitement ce que vous dites et merci de ces précisions. Effectivement, on n'est pas sur... on n'est pas sur la même échelle temporelle. Vous êtes sur le temps long, sur un travail d'introspection par rapport à une histoire et par rapport à tout ce qui a pu se passer dans nos sociétés. Et c'est hyper intéressant. Et je pense qu'effectivement, vous avez très clairement identifié ce qui fera, sur du plus long terme, qu'on mettra fin aux situations qu'on est en train d'évoquer. Pour ne pas revenir sur tout ce qu'on s'est dit depuis maintenant un peu plus d'une heure et demie, juste dire que, nonobstant tout cela, il y a quand même parfois des déclarations et des actes qui, de mon point de vue, doivent être traités sur du temps court, voire très court, qui malheureusement ne permettent pas de faire tout ce travail absolument nécessaire, et bravo de le faire au sein de cette fondation. Et si on peut vous aider à ce que ça se développe, eh bien évidemment qu'on le fera. Et c'est en ce sens que je maintiens que oui, les uns les autres, nous aussi, hein, on a une très très lourde responsabilité. Ça ne nous empêche évidemment pas d'interroger, comme vous le faites, et très bien d'ailleurs, toute l'histoire de nos sociétés et donc de ce qui a pu se passer entre les différents peuples et par rapport au racisme. Excusez-moi, vous savez... Juste, Madame la rapporteure. Voilà. Alors, moi, je vais peut-être repartir de ce que tu viens de dire. Moi, je comprends les choses un peu différemment. Donc, moi, ce que je comprends de ce que vous nous expliquez, et d'ailleurs, c'est très intéressant, vraiment, je tenais à vous le dire, c'est la manière dont vous prenez le sujet est extrêmement intéressante. En tout cas, nous, c'est ce qu'on se dit, parce que c'est la première fois qu'on entend, en fait, peut-être une réflexion aussi poussée sur comment finalement lutter contre le racisme, parce que vous l'avez dit, en tout cas nous ce qu'on constate c'est que ça fait 30, 40, 50 ans que ça dure, il n'y a pas eu d'évolution, au contraire certains joueurs ont même dit que ça s'était aggravé dans certains sports. Moi ce que je comprends de ce que vous dites c'est que finalement faire des ateliers comme c'est le cas aujourd'hui, d'information, peut-être de prévention, et juste dire aux gens en fait le racisme c'est mal, l'homophobie c'est pas bien,
sans déconstruire les mécanismes qui conduisent à ce qu'il y ait des phénomènes racistes ou homophobes ou sexistes dans notre société, eh bien en fait ce n'est finalement qu'une forme d'affichage qui en fait ne fait pas un travail de fond qui permet de changer la société en profondeur et qui permet d'avancer en réalité et donc d'avoir des résultats très précis sur la lutte contre le racisme, l'homophobie ou le sexisme. Moi, c'est comme ça que je le comprends et c'est en ça que je trouve que votre approche, elle est extrêmement importante. Et même si effectivement, peut-être que la déconstruction prend du temps, en réalité, je pense qu'il faut tenir les deux bouts. C'est-à-dire qu'il faut les sanctions, il faut l'information, mais il faut la déconstruction. Parce que sinon, on ne changera pas la société. Ah ben écoutez, moi, je pense exactement, bien évidemment, comme vous. Vous savez, dernièrement, je lisais les journaux et je vais essayer d'être calme parce que là, je me sens que l'émotion me prend. Vous savez, il y a eu cette histoire des maillots arc-en-ciel. D'accord. Il y a un entraîneur qui a fait une sortie surréaliste. Surréaliste. Il a dit qu'en fait, qu'il fallait arrêter ça parce qu'en fait, il y avait des joueurs qui ne voulaient pas jouer et en fin de saison, le maintien pouvait se jouer à 1 ou 2 points. Et qu'il fallait arrêter ça. Mais la personne qui dit ça ne se rend pas compte c'est quoi l'homophobie en fait. Le mec qui te parle d'1 point ou 2, 1 point ou 2 en fin de saison. Mais c'est pour ça que je vous dis, mais il faut que quelqu'un aille le voir et lui explique c'est quoi l'homophobie. L'homophobie c'est de la violence, c'est le droit de tuer des gens, c'est des gens qui sont en prison pour ce qu'ils sont. C'est du mépris dans ta propre famille qui te met à la rue. C'est des enfants qui se retrouvent à la rue. C'est ça l'homophobie. C'est pas... Exact. Mais si vous donnez le maillot arc-en-ciel aux gens sans leur expliquer en fait c'est quoi l'homophobie, mais en fait ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas en fait. Ils ne comprennent pas aussi pourquoi c'est si répandu dans la société. Il y a des enfants qui se suicident, en fait, parce qu'ils sont homosexuels. Mais ils se suicident à cause de qui? Mais à cause de nous. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Il y a des enfants qui se suicident. Et toi, donc ça veut dire que lui ne sait pas ce que c'est l'homophobie. Il ne sait pas. Et donc c'est pour cela qu'il faut qu'on puisse l'expliquer. Mais moi, quand je lis ça, je me dis non, mais en fait, on n'a pas expliqué aux joueurs, en fait. Les gens, en fait, ils participent à un truc, mais ils ne savent pas la gravité de quoi l'homophobie. Tu peux être dans une famille à table et tes parents peuvent sortir des propos super homophobes parce que toi, ils ne savent pas que toi, tu es homosexuel. Le racisme de la couleur de la peau, c'est pas pareil. C'est-à-dire que si vous êtes à table en famille, il n'y a pas quelqu'un qui va vous insulter sur votre couleur parce que vous êtes de la même famille. Mais l'homophobie, ça peut être vécu dans la famille. Mais oui, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Et donc c'est pour cela que si vous demandez aux gens de participer à un truc qu'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas la gravité des choses. Et donc moi, l'idée, c'est effectivement, OK, on veut changer les choses, mais il faut comprendre la gravité des choses. Et pour cela, il faut discuter sereinement, tranquillement, débattre pour comprendre. Et comprendre, parfois, ça prend pas beaucoup de temps. Hein. Mais lorsque vous avez compris, c'est à vie. Lorsque vous avez compris, c'est à vie. Vous n'avez plus d'autre choix. Parce que vous voyez ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas simplement un maillot. Mais qui leur a expliqué? Peut-être personne. Merci, sincèrement merci, Monsieur Lian-Thuram, pour votre prestation, pour vos propos. C'était poignant. Comment dirais-je? J'ai déjà dit que les témoignages étaient poignants quand une victime s'exprimait, notamment une victime de violences sexuelles ou sexistes, et nous en avons reçu quelques-unes, bien souvent des femmes. Mais la violence, elle s'exprime aussi au travers du constat que vous en faites, et je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette commission d'enquête. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez compléter et surtout faire des propositions aussi à cette commission. Merci.
Écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup.